tous, ravi de vous retrouver pour les trophées d'été. Alors aujourd'hui, on va partir à la découverte d'un nouvel invité. Comme chaque jour, vous pouvez voter pour lui en cliquant sur le pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Alors Martial, aujourd'hui, qui est-ce qu'on retrouve? Un écrivain, Laurent Oberton. Eh ben, c'est avec plaisir qu'on va le retrouver. On va retrouver ses meilleurs moments. Et n'oubliez pas, on clique sur le petit pouce en l'air. À bientôt. En tant que citoyen, j'allais dire, de la province France, comment avez-vous reçu ce message d'Emmanuel Macron? Après, j'entends beaucoup parler de la défense des libertés individuelles, mais moi, c'est un des très vieux thèmes de mes livres. C'est-à-dire que ces libertés, à mon avis, sont déjà piétinées et archi-carbonisées depuis très longtemps. L'État est censé assurer notre sécurité, ça fait partie de nos libertés, c'est la première des libertés. Il ne le fait pas. L'État est censé être l'instrument de la souveraineté du peuple. Il me semble qu'en la matière, ça ne marche pas non plus beaucoup. On pourrait parler par exemple de l'immigration, du contrôle des frontières, etc. L'État, aujourd'hui, nous extorque des masses d'impôts absolument considérables, délirantes, sans qu'on ne puisse avoir notre mot à dire. Donc les libertés individuelles, en fait, on a demandé aux Français de rouler à 80 km/h. Les Français ont roulé à 80 km/h dans l'ensemble. Les autres ont payé de toute façon. Les autres ont payé, voilà, c'est toujours pareil. Et on n'a pas envie de payer, donc on s'adapte. Et finalement, la docilité du Français moyen se vérifie systématiquement. Donc quelque part, je ne suis pas surpris qu'il n'y ait pas plus de réactions que ça et que ça continue encore et qu'il y ait encore d'autres mesures de ce genre dans les jours et les mois qui viennent. On a le sentiment qu'il y a une forme de mesures qui vont crescendo, vous l'avez dit, finalement la France a perdu sa souveraineté depuis un certain temps. On a l'impression que cette fois ça s'attaque à la souveraineté individuelle, une souveraineté dont on parle peu en fait. Mais oui, parce que je sais pas si on essaie de tester un peu la capacité de résistance justement de Monsieur Moyen. Après, la domestication dont nous avons fait l'objet permet peut-être ce qui nous arrive, c'est-à-dire que les animaux domestiques aiment beaucoup les situations de routine, de répétition, de contrôle. Ils ont très peur de l'inédit, de la nouveauté. Quand le maître n'est pas là pour nous faire notre petit tour de promenade habituel et nous demande de faire là où on doit faire, eh bien l'animal domestique entre dans une forme de panique. Donc il aime bien ce contrôle étatique. Il y a une demande quand même qu'il ne faut pas ignorer complètement. Après, ça va tellement loin que même les plus indécrottables soutiens de l'autorité, de la toute-puissance de l'État sur l'individu commencent à se poser sérieusement des questions. Voilà, nos concitoyens attendent tout de la politique, espèrent que le président de la République va changer leur vie, ce qui est quand même un manque d'estime de soi considérable. Oui, mais alors ils imaginent qu'il va l'améliorer, oui, là, évidemment. Ça changera toujours, malheureusement, dans le sens de la restriction. Encore une fois, certains aiment ça. Il ne faut pas négliger ce paramètre. Ils ont voté pour lui, ils revoteront pour lui. Il a de bonnes chances d'être réélu et que ça continue pendant très longtemps. Mais si on fait passer le message, si on parvient justement à, allez, on va employer un mot grossier qui est très à la mode, vacciner les inconscients contre Big Brother, contre cette espèce d'engouement généralisé pour un système totalitaire, eh bien peut-être que dans les pensées vont naître, je sais pas, on va cultiver des germes de liberté. Et que les individus vont se dire comment, justement, au contraire, je peux me dégager de l'emprise de ce monstre, en fait. Comment je peux me réapproprier ma vie, mon quotidien, mon travail, mon avenir, mon destin. Voilà, je pense que on a tout à gagner, en fait, à se concentrer sur soi, sur les siens, sur ses proches, sur notre champ d'action réel, plutôt que de se perdre, en fait, dans cette bataille politique dans laquelle, de toute façon, on ne joue pas à armes égales. Justement, cette forme d'unanimisme qui règne dans cette France Big Brother, on va dire l'ambiance politico-médiatique, là, on l'avait vu, vous avez raison, d'ailleurs, c'est d'ailleurs de plus longtemps que ça date, la France Big Brother, mais on a vu pendant les 24 derniers mois, depuis le début de la crise Covid, un unanimisme total, y compris dans la classe politique. Les voix discordantes sont très très peu nombreuses. C'est un phénomène, en fait, l'animal domestique est tenu par à la fois la récompense, c'est-à-dire si tu répètes le discours officiel, tu auras un granulé, une croquette, et si tu
dévie par rapport à ce discours, là, le risque de il y a la punition, il y a le bâton, et l'animal domestique, sa plus grande terreur, c'est l'ostracisme, l'abandon, parce qu'évidemment, il ne peut pas survivre s'il n'a pas son maître. Et donc, nous, c'est le groupe. Et si on est exclu du groupe, c'est-à-dire désigné, on vous traite au hasard de raciste, fasciste, etc., eh bien, c'est une menace sociale, une menace de mort sociale. Et donc, ça veut dire qu'on perd notre statut, notre carrière. On a beaucoup investi dans cette société pour avoir notre place, pour monter les échelons. Et là, tout peut s'effondrer si on n'est pas conforme comme il faudrait l'être, en particulier dans les milieux qui comptent, c'est-à-dire tous les milieux justement qui sont médiatisés en France, les grands médias, la justice, l'université. Si on veut entrer dans ces milieux et y faire carrière, on est obligé. Il n'y a pas que des militants, mais les militants sont très actifs et très agressifs et utilisent le chantage justement à l'extrême droite à merveille. Et si on n'est pas complètement conforme, eh bien on va perdre toute chance de réussir dans ces milieux. Donc la purge se fait automatiquement. Tous les esprits vont s'aligner sur cette espèce d'aimant des âmes. Et eh bien, c'est pour ça qu'il n'y a absolument rien qui dépasse. Et quand ça dépasse, eh bien, vous dégagez. L'État, évidemment, tout le monde sait que l'État ne veut que notre bien, qu'il est complètement à notre service, qu'Emmanuel Macron, il se réveille tous les matins en pensant vraiment comment je vais améliorer la vie de Josiane et Georgette. Et voilà, quand on est auto-persuadé comme ça par des discours, mais il faut... Pour défendre Josiane et Georgette 5 minutes, c'est quand même que c'est un appareil de conditionnement qui est sans précédent. Même les pires régimes totalitaires n'avaient pas autant de moyens techniques et de connaissances psychologiques sur la persuasion des foules. Donc entre deux publicités, vous avez des placements marketing politiques et des discours comme ça qui sont rodés pour ne jamais faire de mal, pour endormir les intellects. Et en fait, on a déjà nos cerveaux qui sont débranchés parce qu'on est tellement assailli et agressé par l'information, l'actualité permanente, qu'en plus, vous avez les beaux discours comme ça et ça passe comme de la crème. Voilà, c'est parfait. J'avoue que quand on apprend aujourd'hui que le personnel soignant, les pompiers, vont être obligés de se faire vacciner et que les policiers, eux, on verra plus tard parce qu'après tout, ils ne sont pas vraiment en contact avec la population, de même que les gendarmes, on se dit, tiens, c'est bizarre ce traitement de faveur, entre guillemets, pour les forces de maintien de l'ordre. Ils ont plutôt intérêt de choyer à minima les forces de maintien de l'ordre, parce que c'est vrai que c'est d'elles que dépend vraiment la survie concrète du régime. On l'a vu avec les Gilets jaunes, c'est vrai que c'est pas passé loin. Très honnêtement, Emmanuel Macron a eu très peur lui-même. Il y avait des plans d'évacuation qui étaient prévus à l'époque. Enfin, c'était une situation qui était vraiment critique. Et elle a été bien gérée, je trouve, habilement, c'est-à-dire qu'on a laissé les manifestants habituels, justement un peu professionnels, reprendre, se mêler aux gilets jaunes. Et petit à petit, ça a complètement dilué en fait le message et la volonté de ces manifestants. Et c'est devenu un truc très classique, finalement, toujours plus de social, de privilèges, etc. En gros, les manifestants ont repris complètement la main. Et je pense que c'est ce qui peut se passer avec les manifestations qui vont arriver. Elles vont être noyées dans les revendications sociales habituelles, petit à petit, dans les casseurs, les machins et tout ça. Et le régime gère assez bien les mouvements populaires comme ça. Et il sait qu'après, voilà, beaucoup d'individus ont trop à perdre pour manifester et prendre des risques. Et ils seront durement sanctionnés, pour le coup, ceux qui iront trop loin. Donc, ils gardent, avec, encore une fois, des forces de police qui sont très faibles. En fait, en réalité, il y a peu de policiers et de gendarmes dans ce pays. Mais on essaie d'être démonstratif, de taper sur le bouclier et de faire du bruit. Mais bon, pour l'instant, ça marche très bien. Le Français est impressionnable et il a, au fond de lui, il a cette terreur d'animal domestique pour la liberté. Il aurait peur, en réalité, de voir un effondrement total du régime et de l'État. Parce qu'il a encore plus peur de ce qui peut arriver après, en fait. L'inconnu, l'angoisse encore plus. Il préfère souvent le joug et les coups de bâton que la liberté. Le policier, techniquement, il n'est pas censé réfléchir. Il est censé faire ce qu'on lui dit de faire. C'est un agent de l'État. C'est comme les profs, on leur donne un programme, ils appliquent le programme, etc. Ils la ferment. Et les journalistes, c'est pareil. L'ambiance du moment est comme ça. Et si tu ne la suis pas, tu ne fais plus partie de notre monde. Donc, ils suivent les directives, aussi navrantes qu'elles soient. Je pense que beaucoup d'entre eux se rendent compte que ça ne va pas, mais ils sont aussi recrutés parce qu'ils sont légalistes, parce qu'ils sont dociles et obéissants. Et donc, ils font leur métier, ils le font assez bien, mais évidemment au service d'individus qui n'agissent pas du tout dans le sens du bien commun et dans leurs intérêts à eux.
Alors vous parlez de cet État comme d'un mastodonte, presque anthropophage, d'un minotaure, d'un proxénète d'ailleurs. Et vous expliquez également le rôle des plus fragiles avec un tiret pour en faire presque un mot fixé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette vision qui finalement intervient dans la survie même de cette structure ? C'est-à-dire que l'État, comme il va se substituer à tout un tas d'obligations qui sont normalement les obligations d'une société d'individus responsables, c'est-à-dire prendre soin de son prochain, s'occuper des individus invalides, l'éducation des enfants, assurer sa propre sécurité, ça normalement les individus y parvenaient avant. Et comme ils ont concédé à cet État tous les pouvoirs, l'État en retour va de plus en plus infantiliser ces individus, les traiter comme des animaux domestiques, c'est à peu près ce qu'ils sont, s'assurer qu'ils auront de quoi satisfaire leurs besoins primaires, donc se nourrir, s'amuser, apprendre tout ce que l'État veut leur apprendre, encore une fois, pour qu'ils soient de bons et dociles sujets. Et ils créent comme ça des catégories de population ultra dépendantes, les fameux, les plus démunis, les assistés, les allocataires, on pourrait même parler des fonctionnaires, tous ceux qui dépendent directement, en fait, de la survie de cette machine, de ce fonctionnement, des impôts, de l'argent public, de ce qui est pris aux Français, plus ou moins sans leur consentement, parce que l'impôt théoriquement est librement consenti, mais dans les faits, on n'a pas le choix. Essayez de ne pas consentir à payer vos impôts, vous allez vous amuser quelques années avec l'administration fiscale, ça vous coûtera très cher. Donc c'est un prélèvement qui est obligatoire et qui est massif, et donc des individus reçoivent cet argent, d'autres en donnent. Pourquoi ? C'est pas forcément basé sur le mérite, sur une forme de justice ni de morale, mais c'est comme ça et on s'est habitué à ça. Donc c'est aussi sur ces points-là que je veux éveiller l'attention en fait. Vous dites quelque chose de très amusant, vous dites vous voulez tuer une civilisation, il suffit de créer la Sécu. Ah bah oui, parce que si on part du principe que des individus n'ont pas à être responsables, n'ont pas à mériter quoi que ce soit et qu'on leur donne l'argent qui est le fruit du travail des autres, on crée comme ça un avantage à être dans cette situation d'attente. Vous augmentez automatiquement la valeur de celui qui va recevoir. C'est-à-dire s'il fait rien et qu'il reçoit, il va se dire bon bah c'est une bonne raison de continuer à rien faire. Et on va créer un appel comme ça, une population toujours plus dépendante, toujours plus assistée, toujours plus elle va revendiquer de plus en plus de dons et de transferts d'argent. Elle va perdre complètement la notion de mérite et de responsabilité. Donc c'est un gros problème parce que les individus productifs le seront de moins en moins puisqu'ils sont de plus en plus taxés évidemment et que la population qui sera bénéficiaire ne va cesser d'augmenter, d'autant qu'on l'a fait venir à grands frais aujourd'hui d'un peu partout. Donc il y a un moment, il y a un problème mathématique qui se pose, c'est-à-dire ceux qui sont censés payer, qui doivent payer de plus en plus pour l'État et ces individus-là ne pourront plus le faire, il n'y aura plus assez d'argent et là on risque d'avoir un certain nombre de problèmes. Alors vous dissociez, j'ai le sentiment dans ce livre, Big Brother de l'État. On a l'impression que Big Brother, finalement, c'est les gardes-chiourmes de l'État. Oui, en fait, fatalement, si vous voulez des crédits, si vous voulez vos subventions, donc ce qui vous fait vivre, hein, parce que les grands médias aujourd'hui, il faut vraiment le savoir, vivent très largement des subventions, des aides directes à la presse et de tout un tas d'autres aides plus ou moins dissimulées qui leur permettent de vivre indépendamment de leur lectorat. Donc ils ne sont pas tenus à un devoir de réalité. En revanche, s'ils veulent les subventions, ils ont plutôt intérêt à rester dans le cadre républicain, hein, comme dirait l'autre. Pas mordre la main qui les nourrit. Exactement. Donc évidemment, ils vont soutenir tous les investissements possibles, toutes les augmentations de moyens, tous les plans de relance, sans jamais se demander si cet argent est légitime. On va encore l'ajouter, parce qu'à un moment donné, tout cet argent qui est dépensé ne vient pas de nulle part. Hein. L'État ne crée pas de richesse, il les dilapide à très grande vitesse. Donc, tous ces pans de l'administration, qu'ils soient universitaires, qu'ils soient médiatiques, ont toujours intérêt à se défendre, à défendre leurs prérogatives, à défendre les aides directes à la presse, évidemment, pour continuer à exister. Donc ce petit monde-là fonctionne, en quelque sorte, contre les intérêts du pays, parce qu'ils vivent en parasites, on est bien obligé de le constater, ce sont un petit peu les parasites de la nation. Tout en étant finalement asservis par la force des choses à cet État. Oui, ils en sont tributaires tout autant que M. Moyen, ils ont aucune liberté réelle d'expression, c'est très clair. Ils sont obligés de se conformer à cet ordre dominant, et cet ordre qui est aussi idéologique. Vous disiez tout à l'heure justement qu'en espérant de l'État protection, M. Moyen, le peuple avait accepté de perdre
de plus en plus de liberté. C'est également le cas de la liberté de penser, la liberté d'expression. Les médias entrent évidemment dans cet ordre d'idées. Finalement, est-ce qu'on a atteint le paroxysme du contrôle social aussi maintenant ? Moi, je suis frappé par cet état dans lequel on est. J'avais appelé ça le fascisme domestique, mais cette manière qu'on a de se conformer quasi aveuglément, de manière reptilienne et presque inconsciente, à à l'ère du temps, à la pensée dominante qui est infusée par ces grands médias, hein, parce qu'on ne s'en rend pas bien compte en fait, mais je crois que les Français en moyenne sont entre 4 et 5 heures par jour devant leur télévision, devant les grands médias. Ils ont à peu près 2 heures d'écoute de la radio. Vous avez en plus Internet, les publicités, enfin tout le reste. Le conditionnement culturel, mental est énorme, surpuissant. On ne peut pas lutter face à ça. On n'a pas les armes et surtout nos concitoyens qui sont des consommateurs ne sont pas avertis des conséquences de ce conditionnement. Donc on arrive à une société qui est complètement lobotomisée et qui suit ces directives morales très rigides et de plus en plus fermées. Puisqu'évidemment, il faut maintenir un climat de terreur sur cette population, donc il faut toujours que pèse sur elle une menace sociale. Si elle ne porte pas son masque, si elle s'exprime de manière inappropriée, elle doit toujours sentir qu'éventuellement elle peut être corrigée par un supplétif de l'État, si ce n'est par l'État en personne. Donc on arrive à cet ordre social terrifiant. On est censé être une société démocratique, un pays développé, un pays libre. Et en réalité, il a des allures assez tragiques de conformité et peut-être même de dictature morale. Vous tordez le cou aussi à une idée que l'on entend fréquemment, à savoir que les gens ne se révoltent pas parce qu'ils ont encore trop de choses à perdre. Et vous allez voir Monsieur Moyen en lui expliquant que non, il n'a rien à perdre, que finalement ce que vous lui annoncez, c'est l'équivalent d'un cancer avec mort imminente, parce que factuellement, c'est exactement la situation dans laquelle il se trouve. C'est ça. En fait, à force de différer la confrontation avec la réalité, notre état s'aggrave et on a beau se bercer d'illusions, de songes et tout ça, mais plus on le fait, plus le retour au réel sera violent. Parce que quand on sera rattrapé par les faits, quand on va se rendre compte que peut-être si on avait agi il y a longtemps, on aurait pu éviter tout ce qui nous arrive, là, c'est très douloureux en fait. Parce que là, l'impuissance est totale et elle est sans remède. Alors que si on commence maintenant, par exemple, d'accord, on l'a pas fait hier, mais pourquoi ne pas le faire aujourd'hui ? On a peut-être une chance de sauver demain. Donc c'est ce que je dis. La situation, on peut être défaitiste, hein, c'est sûr que la situation est pas très bien engagée, mais si on n'essaie même pas, ne nous plaignons même pas en fait. Nous participons, on débranche les fils et on ne dit rien, c'est tout. On n'a pas le droit de se plaindre si on ne fait rien. On a le sentiment quand même que la chute est un peu inéluctable quoi qu'on puisse faire et que finalement vos préconisations elles servent essentiellement à mourir debout. Alors, ce serait déjà, je trouve, hein, justement, c'est vrai que c'est un petit peu un propos du livre, hein, c'est que si jamais on ne pouvait pas changer le cours des choses, que nos concitoyens se complaisent dans cet état de fascisme domestique et adorent l'État et encore plus d'État jusqu'à ce que mort s'en suive, eh bien, à la limite, essayons, nous, au moins, de garder cette forme de fierté, d'individualité, d'indépendance, de ne pas sauter avec le troupeau de la falaise et continuons à rester à peu près dignes de ce qu'ont été nos ancêtres. Vous dites quand même que le chaos est le ferment de toutes les naissances. Ça, on peut dire que ça va quand même dans le sens de l'anarchie. Le chaos, là, c'est une forme de chaos intérieur, parce que là, notre structure interne, c'est pas un chaos, elle est très organisée. Il y a la case Cyril Hanouna, il y a la case Black M, il y a toutes les cases possibles. Notre cerveau, que nous avons rendu extrêmement disponible à Big Brother, est complètement garni de tous les messages qu'il veut bien délivrer. On a tous les réflexes livrés en kit, on est des parfaits agents de la machine. Mais justement, on peut aussi mettre d'autres choses. On peut ajouter nos apports personnels, nos réflexions, notre esprit critique. Hein. L'esprit critique, c'est le vaccin. C'est ce qui peut nous sauver d'à peu près tout. Le recul par rapport à l'écran. Pourquoi les journalistes sont en train de nous dire ce qu'ils nous disent. Et vraiment prendre du recul. Donc ça implique de détruire ce socle artificiel, ce programme qu'on nous a installé, qui est une sorte de virus, et il faut le détruire en nous et repartir de zéro. Donc évidemment, on va se chercher, on va peut-être commettre des erreurs, mais c'est un peu le prix de la liberté. Alors finalement, anarchiste, on ne sait pas, mais on a le sentiment que vous voulez faire naître la figure de l'anarque de Junger, c'est-à-dire un homme souverain dans le monde et hors du monde.
Oui, il y a une forme de séparatisme. Le terme est assez à la mode, mais c'est vrai. Pas d'isolement individuel, hein, c'est pas du tout ce que je prône. L'ermite seul dans sa forêt avec son abri anti-atomique et tout, je pense, n'est pas forcément le modèle le plus abouti de demain. Il faut garder des relations avec les individus, justement, il faut leur parler, il faut essayer d'inculquer en eux les germes du doute et l'envie de la liberté. Donc c'est vrai qu'il y a cette retraite déjà spirituelle et intérieure, parce qu'on est face à des techniques de conditionnement très puissantes qui sont pensées pour hypnotiser les foules. Un individu devant sa télé, il est dans un état d'hypnose. Hein. Et tous nos contemporains qu'on croise dans la rue sont hypnotisés en permanence, cerveau droit débranché. Ils suivent les ordres, comme les fourmis suivent les ordres chimiques, ils suivent les ordres mentaux qui leur ont été inculqués. Donc c'est vrai qu'il y a ce travail de retrait, de retraite intérieure et spirituelle déjà à commencer. Justement, en tant qu'individu, comment peut-on faire l'éloge de la force qui a vocation à renverser l'histoire ? Mais c'est ça, en fait, aujourd'hui, on a l'impression que seules les foules, seul le nombre peut avoir un pouvoir. On dit le droit de vote. Le droit de vote, vous avez un pouvoir, c'est le droit de vote. Mais le droit de vote n'est pas du tout un pouvoir en réalité. C'est 0,000, je ne sais plus combien de 1% des voix. Ça ne vaut rien quand on vote mal. De toute façon, ce vote n'est pas tenu en compte. Ce qu'il faudrait plutôt, c'est un droit de veto pour les citoyens. C'est-à-dire le droit de pouvoir refuser. Aujourd'hui, les citoyens français ne peuvent pas. Quand on décide quelque chose pour eux, on décide une loi, on décide l'immigration, on décide que la justice... Quand il y a un référendum où on dit non, en principe... Voilà, de toute façon, on ne tient pas compte de votre référendum. Vous faites des sondages. Quand le sondage ne vous plaît pas, on n'en tient pas compte. Donc la souveraineté n'existe pas du tout. Et le citoyen est obligé de se plier à cet État qui décide pour lui. Donc c'est plus du tout lui qui fait la loi. C'est pas le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ça n'existe plus. Donc à partir du moment où le nombre est complètement soumis à cette espèce de tyrannie, de toute façon, il est fatalement soumis à la loi de l'endoctrinement. Il y a toujours beaucoup de gens qui vont être complètement hypnotisés par les médias. Donc c'est aux individus d'essayer, eux, de lutter à leur échelle pour dire peut-être on va essayer de m'imposer ça et moi je dois trouver le moyen d'y résister. Sur l'échelle de la catastrophe, aujourd'hui, vous nous situez où ? La pandémie fait partie des éléments déclencheurs possibles, parce que ça, j'insiste souvent là-dessus. Moi, je pars de l'hypothèse d'un incident dans une cité sensible, mais des conflits sociaux, des événements, des catastrophes, des pandémies font partie des éléments déclencheurs qui peuvent déstabiliser des sociétés très complexes, très interdépendantes, et mener à des conséquences totalement incalculables. Honnêtement, la situation n'est pas très rassurante. Pour l'instant, c'est vraiment une crise qui est quand même ciblée sur des secteurs très précis, qui n'a pas des conséquences alimentaires, énergétiques, qui pourraient être beaucoup plus graves. Donc, la situation est encore sous contrôle, mais ça tient à peu de choses, et on espère évidemment que ça ne va pas basculer dans une crise sociale ou sécuritaire de grande envergure. C'est vrai que si on s'amusait à faire la liste des défaillances dans les chaînes de commandement diverses et variées de ce pays, je sais pas, il suffirait pas d'un seul livre. C'est vraiment affolant aussi à ce niveau-là, sur la façon dont les hommes en charge ont géré ou ont fait semblant de gérer cette crise. On a vu encore une fois, comme je le déplore très souvent, que vraiment l'axe fondamental de toute réplique politique et même militaire aujourd'hui, c'est la communication. Et vraiment, à un moment donné, ça ne suffit pas, surtout quand il faut quand même un minimum d'actes, parce que les décisions qu'ils ne prennent pas, qu'ils sont incapables de prendre, comment dire, ils sont d'un point de vue logistique absolument dépassés, complètement à la rue. Et bien sûr, ce n'est pas rassurant du tout. Encore une fois, le citoyen français est extrêmement dépendant de l'État, de ce fameux maître auquel il prête des connaissances sans doute supérieures que les siennes. Et il imagine que ces gens sont formés pour ça, vont résoudre tous les problèmes qui vont se présenter à eux. Et en réalité, on voit qu'ils sont complètement à la remorque de ce qui se passe. Ils essaient de dissimuler leur incurie par tous les moyens, par des discours qui sont très longs et très difficiles à supporter d'ailleurs, mais
on se rend bien compte que là, en fait, il faudrait plutôt arrêter de se fier à ces individus et commencer à comprendre que quand il y aura vraiment un problème, on ne pourra compter que sur nous-mêmes finalement. Et j'espère que c'est en train que les Français sont en train de le comprendre quand même, au moins en partie. Quel rôle, pour vous, les médias ont-ils joué dans cette crise et quel rôle jouent-ils encore d'ailleurs? À partir du moment où on prend au sérieux quelqu'un comme Sibeth Ndiaye, je pense qu'on contribue fortement en fait à décrédibiliser fondamentalement à la fois la profession de journaliste et cette espèce de théâtre politique. Et bien évidemment, ce théâtre politique a besoin d'être désigné, décrédibilisé. J'ai vu les commentaires qui ont été faits par les éditorialistes habituels des discours d'Emmanuel Macron, ils étaient sous le charme, ils ont trouvé que c'était très bien, etc., c'était très fort. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Là, c'est plus possible. On sait bien que ce milieu se défend, mais plus ils font ça, plus ils se coupent de la réalité de ce qu'on a pu observer. Personne n'est capable de nous dire où sont les masques, ou qui peut les fabriquer. Enfin, l'écart entre les intentions et les faits n'a jamais été aussi grand et aussi évident. Malheureusement, les populations, encore une fois, ont une capacité d'oubli et de refus des réalités dérangeantes qui est très élevée. On préfère presque se dire que, allez, ils contrôlent la situation, on se berce de fables. On a envie de croire en fait aux illusions que les écrans s'efforcent d'entretenir en nous. Mais malheureusement, il y a un principe de réalité et quand il nous rattrape, on voit que ça fait très mal. Il y a beaucoup d'autres crises d'envergure. Moi, je ne cesse de dénoncer la crise du vivre ensemble qui pourrait nous coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que celle-ci. Et les médias l'ignorent soigneusement depuis des années. On voit là avec les émeutes qu'il y a très régulièrement, hein, on a une dizaine d'opérations de maintien de l'ordre dans les cités d'Île-de-France chaque nuit. Une dizaine, et on ne le voit pas à la télévision parce qu'on sait très bien qu'il y a encore là un risque majeur d'explosion. Les trafics sont à l'arrêt, les prisonniers sont relâchés par milliers. Il n'y a pas d'école, donc des centaines de milliers de jeunes sont confinés dans leur quartier, donc la situation est extrêmement tendue et explosive. Et ça aussi, on ne le dénoncera pas, on n'en parlera pas, on préférera encore une fois se réfugier dans des illusions et menacer les messagers, les porteurs de mauvaises nouvelles, les lanceurs d'alerte. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionnera et la réalité les rattrapera toujours. Mais le problème, c'est qu'à force, elle nous rattrapera trop tard. La classe médiatique française aujourd'hui ne peut vivre que par les deniers publics. Donc évidemment, elle est en partie sous contrôle de l'État, de puissances financières qui sont elles-mêmes en lien avec l'État. Enfin, l'indépendance de la presse n'existe pas du tout, tout comme l'indépendance de la justice. Parce que par exemple, si elle libère des milliers de prisonniers, c'est sur ordre direct de l'État. Donc la justice indépendante n'existe pas. Et cette absence totale de contre-pouvoir, en fait, on le voit là aujourd'hui, fait bloc autour de lui-même. Les journalistes soutiennent le gouvernement, les gouvernements soutiennent les journalistes, etc. Et ce petit monde cherche à sauver sa peau. Mais il est un problème global, complet. On le voit pas seulement avec cette crise, mais avec toutes les crises sociales. Il y a un parti pris qui est toujours assez incroyable de la part des journalistes. Et évidemment, après c'est facile, on accusera les sceptiques de complotisme ou de je ne sais quel qualificatif infamant, parce qu'ils ne se contentent pas d'admettre la vérité révélée de cette profession qui, voilà, on le voit loi après loi, maintenant, elle a le monopole plus ou moins de la vérité. On explique que les autres, c'est les porteurs de fausses informations, de fake news, etc. D'ailleurs, on voit Sibeth Ndiaye, par exemple, s'occuper de contrôler la diffusion de fausses informations, alors qu'elle en est une émanation majeure. Un vecteur principal des fausses informations depuis le début de cette crise est quand même gouvernemental. Mais on va vraiment à une lutte entre, d'une part, ce Big Brother, ce Léviathan monstrueux qui va continuer à aller au bout de ses illusions et qui va tenter de contrôler la population et l'opinion par l'intimidation et le chantage. Ça veut dire, si vous pensez mal, vous êtes complotiste, vous êtes on ne sait pas quoi, enfin, vous voyez bien les qualificatifs infamants qui peuvent aller avec. Et de l'autre côté, cette population qui est très sous-informée, qui souvent n'a pas envie de faire cet effort, cette démarche de vérité, c'est-à-dire d'aller au bout
de sa réflexion, de voir à quel point le problème est profond et ne pourra pas se résoudre simplement avec des élections ou des choses comme ça, ou avec une forme de contre-pouvoir sur Internet. Ça ne suffira pas, il faudra aller beaucoup plus loin que cela. Comment vous expliquez finalement, on a l'impression qu'il y a une défense qui se met en place de plus en plus visiblement. Est-ce que justement c'est parce que ce contrôle social s'amenuise peu à peu parce que ces Français dont vous parlez finalement, ils s'informent peut-être pas assez, mais ils s'informent quand même de plus en plus. L'ennemi juré de l'utopie, c'est toujours la réalité. Donc, elle doit, entre la population et les faits, mettre des barrières de retraitement idéologique de l'information, en quelque sorte. Donc, elle y arrive assez bien, mais maintenant, il y a effectivement Internet, il y a des médias alternatifs, comme le vôtre, et ces médias, ces sources d'informations alternatives permettent d'autres accès. Alors évidemment, il faut bien comprendre que chaque journaliste, il a un intérêt, il a une morale, il défend sa conception du monde, et il est d'une classe sociale, il est d'un milieu qui n'a pas les mêmes intérêts que celui du français, du citoyen moyen de base. Et il faut bien, on commence à voir que la population générale s'informe un peu plus, fait cet effort, que la défiance grandit, et cette défiance qui est un peu instinctive pour l'instant, qui a du mal à à s'agréger, à s'affiner, est en train petit à petit de prendre forme. Donc c'est intéressant de le voir. On n'est pas du tout dans une situation où la population serait complètement maintenue dans l'hypnose. Il y a une grosse partie de la population qui ne comprend rien, qui ne voit rien, qui applaudit sans doute toutes les interventions d'Emmanuel Macron à la télévision, mais il y a une autre partie de la population qui commence à faire circuler le doute et l'information alternative. Donc il faut donner à ces pensées des aliments pour que l'esprit critique continue à se nourrir, à grandir, et que la vérité, on l'espère, retrouve son chemin dans ce pays. Finalement, ce virus, il semble taillé parfaitement pour s'attaquer à l'homme occidental. On voit qu'il touche en priorité les hommes affaiblis de maladies cardiovasculaires, les personnes en surpoids cardiaque. Finalement, est-ce que ce virus n'est-il pas un mal révélateur de notre civilisation en tout cas ? La démographie humaine elle-même, ça c'est mathématique. Plus elle va être importante, plus elle sera frappée par des crises violentes et très importantes. Et encore une fois, ce n'est démographiquement, ça ne s'en changera absolument rien. Même s'il y aurait 10 ou même 100 fois plus de morts, les chiffres de la démographie mondiale sont complètement hallucinants. On a fait des calculs là-dessus, même une guerre mondiale, même la pire des pandémies, même ne suffiront jamais à ne serait-ce qu'infléchir un tout petit peu la courbe de croissance démographique humaine. Donc il faudrait aussi s'interroger sur ça, sur cette prolifération totalement hors de contrôle de l'humanité et les conséquences que ça a, parce que ça a des conséquences écologiques, par exemple, qui sont extrêmement importantes et préoccupantes.